Notre première section, comme nous l'avons dit, est consacrée à l'introduction à l'habilitation au changement. Dans les organisations comme dans la vie, le changement est la seule certitude. Oui, la seule chose qui ne change pas, c'est bien le changement. Dans le domaine de la gestion des services, un changement consiste à ajouter, modifier ou supprimer tout ce qui pourrait avoir un effet direct ou indirect sur les services. C'est donc une chose que nous faisons très souvent avec une seule idée en tête, celle de maximiser le nombre de changements qui réussiront. C'est exactement le rôle de la pratique de l'habilitation du changement que nous introduisons dans cette première section. L'objectif de cette section de notre cours est de vous aider à comprendre les concepts clés de la pratique de l'habilitation du changement. Il s'agira notamment d'expliquer le but de la pratique, de décrire les facteurs de succès de la pratique et les indicateurs clés de la pratique, et d'expliquer les termes et les concepts clés, parmi lesquels nous avons le changement, bien évidemment, les modèles de changement, le changement standard ou les trois types de changements que nous verrons, à savoir changement standard, changement urgent et changement normal. Nous parlerons également de l'autorité de changement. À vos marques, partez. La gestion des changements, également appelée habilitation des changements, est une pratique informatique visant à réduire les interruptions des services informatiques tout en apportant des changements aux systèmes et services essentiels. Vous comprenez bien qu'il y a ici une forte composante de risque dont il faut tenir compte dans l'habilitation des changements, qu'il s'agisse de déployer de nouveaux services, de gérer des services existants ou de résoudre des problèmes dans le code. Les approches modernes de gestion des changements éliminent les silos, fournissent du contexte et de la transparence, évitent les goulots d'étranglement et bien sûr limitent les risques. La gestion des risques est une pratique ITIL 4 connexe adoptée pour s'assurer que l'organisation comprend et gère efficacement les risques. La gestion des risques et des changements exige un suivi et un lien entre les changements afin de fournir un enregistrement auditable. En tirant parti des données sur les changements antérieurs et leur taux de réussite, les organisations peuvent adapter leurs pratiques de manière à équilibrer intelligemment les risques et la rapidité. La pratique de l'habilitation des changements est fortement ancrée sur trois prémices ou conditions fondamentales. On pourrait aussi parler de principes. Et nous parlons ici des trois prémices de l'habilitation du changement. Le premier, les changements sont planifiés et réalisés dans le contexte des flux de valeur. La pratique est intégrée dans les flux de valeur et garantit que les changements sont efficaces, sûrs et opportuns afin de répondre aux attentes des parties prenantes. Le deuxième principe ou deuxième prémisse, la pratique ne vise pas à unifier tous les changements planifiés et mis en œuvre dans une organisation en une seule vue globale. Dans un environnement numérique où des centaines de changements peuvent se produire simultanément, ce n'est ni possible ni nécessaire. Et troisième prémisse ou principe, la pratique doit se concentrer sur l'équilibre entre l'efficacité, le débit, la conformité et le contrôle des risques pour tous les changements dans le périmètre défini. Cela signifie que les approches de planification, d'autorisation et de contrôle en continu du changement doivent être choisies avec soin. Et tout ça pour quels bénéfices? Quels sont les bénéfices de la pratique d'habilitation du changement? Les organisations modernes expriment des attentes critiques et contradictoires à l'égard de leurs équipes informatiques. Tout d'abord, elles attendent des services stables et fiables qui garantissent la productivité de l'organisation et répondent aux attentes des utilisateurs finaux. Ensuite, l'équipe informatique doit implémenter des mises à jour régulières des services afin de permettre à l'organisation de s'adapter à l'évolution constante des exigences métiers, de sécurité et de coûts. La pratique de l'habilitation des changements aide à gérer ces besoins contradictoires, permettant ainsi à l'organisation de livrer des mises à jour tout en s'assurant la stabilité et en limitant les risques. Elle offre de nombreux bénéfices tant pour le fournisseur de services que pour le consommateur. Certains de ces bénéfices sont énumérés ici. On parle des bénéfices pour le fournisseur de services, tels que l'amélioration de la visibilité des flux de valeur de bout en bout, l'amélioration des capacités de gestion des risques, l'amélioration de la capacité à réagir à des situations nouvelles, l'amélioration de la sécurité et de la conformité et le respect des normes. On parle ici de l'audit, bien sûr. Mais il y a aussi des bénéfices pour le consommateur des services. On vous parle ici de l'amélioration de la rapidité de transition des idées
vers des solutions fonctionnelles. C'est ce que veut le consommateur de services, des solutions fonctionnelles. On a aussi, en termes de bénéfices pour le consommateur, l'amélioration de la rapidité du retour sur investissement des services modifiés. On a la réduction de l'impact négatif sur les services et les composantes de services, ainsi que la réduction des impacts négatifs sur l'utilisateur. Tels sont les avantages pour le consommateur de services. Le petit schéma ici a pour but de vous expliquer une réalité, une que vous garderez à l'esprit durant tout ce cours. Des changements sont possibles, voire nécessaires, dans toutes les situations d'affaires, depuis le business as usual ou les opérations à la catastrophe. Les organisations devraient être à mesure d'apporter des changements dans n'importe quelle situation sur ce spectre. Le BAU est relativement prévisible, il s'agit des opérations courantes, et ici le niveau d'incertitude est faible. Les situations catastrophiques, à l'opposé, sont celles où le niveau d'incertitude est le plus élevé. Cependant, les changements dans tout type de situation ont des niveaux variables de complexité et de prévisibilité. Parlons à présent des types de changements. Nous l'avons dit un peu plus haut, il en existe trois: les changements standards, les changements normaux et les changements urgents. Eh bien, nous commencerons par le changement standard. C'est quoi un changement standard? Eh bien, lorsqu'on parle de changements pouvant être standardisés, on voit tout de suite des situations où l'incertitude est faible, ce qui permet de réduire les coûts et d'accélérer les changements. Des listes de contrôle, des modèles et des méthodes de travail standardisés peuvent ainsi être utilisés dans de telles situations. De plus, les changements qui ont un impact négatif potentiel très limité, ce qui signifie que les risques sont bien gérés, que les services peuvent être rétablis rapidement en cas de panne et qu'il n'y a pas ou peu d'impact négatif sur les clients, eh bien ces changements peuvent être traités de manière standardisée. Cela se reflète dans la définition d'un changement standard. Un changement standard est un changement préautorisé à faible risque, bien compris et entièrement documenté, qui peut être mis en œuvre sans avoir besoin d'une autorisation supplémentaire. Voici quelques exemples de changements standards. L'exécution d'une demande de service. On peut aussi mentionner les résolutions d'incidents standards, les réponses standards aux catastrophes selon le plan de reprise d'activité, l'entretien de l'infrastructure, les tests de routine des mesures d'urgence ou les mises à jour logicielles de routine, qui sont autant de changements standards. Parlons maintenant